qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas. Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi la France? Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France, tous les vendredis, votre émission des solutions de 21h à 22h en direct sur VL Média. On va tout de suite enchaîner avec l'anti-buzz de la semaine pour se mettre dans le bain. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. Sois l'élève et je serai le professeur. Yes sir. C'est quoi ta France en ce vendredi de Black Friday? Black Friday, Green Friday, Block Friday, choisis ton camp. Dans tous les cas, nous, on est là every Friday. Block Friday, très bien, à Paris où le siège d'Amazon a été bloqué. Blocage devant les grands magasins et aux quatre temps à la Défense également. Des actions menées aux quatre coins de la France par les groupes écologistes et altermondialistes XR, Attaque et ANV COP21, à Saint-Priest près de Lyon, dans la Loire près de Roanne, dans le Nord près de Douai. Actions de mobilisation aussi recensées dans le monde à Tokyo, Madrid et au Royaume-Uni. Des exercices physiques hivernaux avec les forces de l'ordre, histoire de bien préparer son winter body. Ces actions de sensibilisation ont pour but de dénoncer la surconsommation et les achats compulsifs. Il est vrai que l'on peut avoir tendance à consommer pour combler certains manques, surtout quand vous sortez du bureau frustré par une journée où vous avez enchaîné les réunions sans intérêt. Les intérêts, parlons-en, avec un taux à 50% de surconsommation des ressources planétaires, ça donne 50 000 le nombre de personnes rassemblées samedi dernier pour la marche Nous Toutes contre les violences faites aux femmes. Bravo à vous toutes et tous. 25 000 en euros le prix de l'école de la passion lancée par Tony Parker, ça fait cher le bonheur. 10 000 c'est en kilomètres carrés la partie de l'Amazonie déboisée en un an. 57, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé en France qu'aurait dissimulé le groupe Amazon. 20, c'est le pourcentage d'agriculteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier. 12, c'est le nombre d'heures qu'il a fallu pour replanter 350 millions d'arbres en Éthiopie. 6, comme la 6e extinction de masse dans laquelle l'humanité est maintenant rentrée. 5, comme la grève générale du 5 décembre qui concerne les syndicats de transport, d'étudiants, de médecins, l'EDF, certains syndicats de police, la fonction publique territoriale. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans ce format. Et 1, comme le premier tournage de Kim in Black au Salon des Vignerons Indépendants, le nouveau format de micro-trottoir de C'est quoi ta France qui sortira en 2020. Restez connectés, on vous présentera tout ça très bientôt. Alors faut-il démissionner pour être heureux? Comment donner du sens dans son travail? Ou tout simplement comment mieux vivre au XXIe siècle? Bienvenue dans l'émission des solutions. Rebonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est quoi ta France. Je suis très heureux de vous retrouver. On a un plateau de qualité, une bonne ambiance ce soir, comme toutes les semaines, mais du coup certaines têtes ont changé. Il n'y a que Samy qui a survécu à la semaine dernière. Il est encore revenu de la Matrix, il a réussi à s'échapper. Comment il va ? Tendu un petit peu. Bah, je vois que t'es tendu là, mais il faut que t'arrêtes de traîner avec Tristan, ça te met mal tout ça. Je sens que ça te met pas bien. À côté, on a Manon. Comment ça va? Bonsoir, ça va. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Merci. On est très content de te recevoir. On va faire un petit tour de table, je vous présenterai un par un tout de suite après. Clémentine. Bonsoir. Ça va? Ouais, carrément. T'étais pas sûr que c'était toi, hein? Non, je sais pas si t'allais lancer à... Non, mais ça va. Ouais, parce que va. des fois je fais des feintes. C'est vrai. Mais, je suis prête. Bienvenue à toi de la Fabrique Spinoza. On va faire un focus sur vos actions et sur cette organisation. Conan, comment il va? Oh, tiens, je t'ai fait une petite feinte là. Tu m'as feinté. Ça va bien. Écoute, ça fait plaisir de te revoir. Mais oui, mais ça me fait plaisir de te revoir aussi. Il est tout beau. Il se passe quelque chose. Tout va bien. Il se passe toujours quelque chose entre nous, tu sais, hein, mais là, on va attendre peut-être la fin de l'émission pour au moins qu'il soit 22h. Chouette. On sait jamais si des enfants nous écoutent. Chloé, comment vas-tu? Très bien. Bienvenue à toi. Merci. On est très content aussi de te recevoir dans Radio C'est quoi ta France. C'est ta première, je crois. Oui. Écoutez, bienvenue à vous tous et toutes pour ce format sur le bonheur au travail. Je vais commencer par un petit tour de table rapide et puis ensuite on va regarder le mash-up de la semaine et on va décortiquer ça ensemble. Clémentine, est-ce que tu peux nous présenter la Fabrique Spinoza et un petit peu ce que tu fais au quotidien? Oula, alors c'est un peu long, un peu compliqué. Alors moi je suis en service civique à la Fabrique, donc ça fait 2 mois que j'y suis et en fait la Fabrique c'est une association, donc c'est un think tank et une association. Un réservoir d'idées.
Exactement. Donc en fait, on va produire des rapports autour du bonheur. Donc ça, c'est notre sujet principal. Ça peut être bonheur et jeux vidéo, bonheur et aménagement de l'espace. Bonheur et pizza. Voilà, c'est assez déclinable large. dans l'infini. En fait, le bonheur, ça touche à toutes les thématiques. Donc c'est assez large. Et ensuite, par ces rapports, on essaye d'impulser des idées dans les institutions. Par exemple, on a été avec l'OCDE, on a été à la commission pour les Grenelles avec les violences faites aux femmes, etc. Donc on essaye d'aider les décideurs à prendre des décisions. Et ça marche du coup ? Ça, c'est en chemin, on œuvre pour, en tout cas. Et voilà. Et du coup, la Fabrique Spinoza, elle a aussi des bénévoles qui s'appellent les passeurs du bonheur. Donc ça peut être toi, ça peut être ta sœur, ta maman, ton voisin. Je t'en prie, on se connaît à peine. N'importe qui aurait envie de faire en sorte qu'il y ait plus de bonheur dans la société va œuvrer en fait à son, comment on appelle ça, à son échelle, autour de lui, pour faire plus de bonheur. Très bien. Voilà. Donc nous, on s'occupe de ça. Ok, bon, on reviendra dessus avec plaisir. Comment est-ce que la Fabrique Spinoza et ses passeurs de bonheur sont capables de transmettre du bonheur autour d'eux ? On étudiera cette question. Je suis certain que tu as beaucoup de questions et de remarques pertinentes. N'est-ce pas ? Chloé, tu es une spécialiste aussi du bonheur en entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a fait t'arrêter sur cette question existentielle ? En fait, donc, assez naturellement... Parle bien dans ton micro, oui, s'il te plaît. Merci. Ça va là ? Oui, sinon on va se faire disputer par la régie. En fait, assez naturellement, j'ai fait une école de commerce après le bac parce que je ne savais pas trop quoi faire. En sortant de cette école, j'ai décidé de travailler pour cette école que j'avais adorée, à l'insertion des diplômés. Et donc, c'était pour moi le job de mes rêves. Très beau challenge en sortant d'école. Et voilà, tout allait bien sur le papier et pourtant, je ne me sentais pas super heureuse. Et donc je me suis dit, mais c'est quoi finalement le bonheur ? Parce qu'on passe beaucoup de temps à étudier, on passe beaucoup de temps à travailler, et cette question du bonheur, on l'étudie nulle part. Et c'est finalement un peu ce qui nous relie tous. C'est qu'est-ce qui nous rend heureux et vers quoi on peut tendre pour ça. Et aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as trouvé ce qui te rendait heureux dans ta vie personnelle et professionnelle ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. J'ai découvert Mathieu Ricard, magnifique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à suivre une formation en ligne. Le Ricard. Ouais. Mathieu aussi, mais... Je me suis retrouvée à faire une formation en ligne par un prof indien qui est à la fois donc professeur dans une université indienne et aussi aux États-Unis. Comment il s'appelle ce professeur ? Il a un nom franchement impossible. D'accord, très bien. Mais écoute, on va rechercher. Non, c'était pas du tout une question piège. C'était simplement pour connais pas notre son. En revanche, vous pouvez trouver le cours. Il est gratuit en ligne. C'est sur la plateforme de MOOC qui s'appelle Coursera et c'est A Life of Happiness and Fulfillment. Et c'est sur cette habitude pour être plus épanoui dans sa vie. Et franchement, c'était extraordinaire. Après avoir suivi ça, en fait, j'étais quelqu'un de très scolaire, très à suivre un peu ce qu'on m'avait dicté par rapport à l'environnement dans lequel duquel je venais. Et assez naturellement, en fait, je me suis ouvert à d'autres choses. J'ai découvert un prof de danse qui m'a ouvert au yoga, à la méditation. Et donc 3 ans après, j'ai décidé de partir à Bali pour me former à ça. J'ai rencontré un Italien, j'ai décidé d'aller vivre en Italie, alors que c'est quelque chose que j'aurais pas fait. Je savais que avant. la pizza allait revenir. Et voilà, en fait, j'ai commencé à vivre ta vie. À vivre ma vie. Et maintenant, tu es dans C'est quoi ta France ? Franchement, quelle trajectoire formidable. Merci beaucoup. Dernier petit tour de table. Manon, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu fais au quotidien, s'il te plaît ? Ouais, moi je suis interne en psychiatrie. Du coup, le bonheur, j'y suis confrontée tous les jours. Plutôt à l'absence de bonheur, mais du coup, ça fait quand même parler du bonheur. La souffrance au travail, j'en parle beaucoup, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Parce que je suis dans ma dernière année d'internat et j'ai été dans l'association des internes de psychiatrie avant. Du coup, non seulement je voyais la souffrance de mes patients, mais j'ai aussi fait pas mal de travail avec les internes en souffrance, avec des choses qui ont été pas mal mises en place pour les souffrances des étudiants en médecine. Et puis là, depuis cette année, je suis au syndicat des internes, parce que j'avais fait un peu le tour de l'association de psychiatrie. Du coup, je suis allée dans les autres spécialités. C'est pas forcément mieux, du coup. Du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire, de choses à faire là, sur l'hôpital public. On en entend beaucoup parler, mais je crois qu'on va en parler un peu. Bien sûr. Un peu ce soir. Et moi, Ouais. C'est fini, j'ai une question en fait. C'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est vrai que les médecins, vous êtes une profession où il y a énormément de sens dans ce que vous faites. Ouais.
Comment est-ce que vous arrivez justement à garder cette continuité-là ou cette philosophie-là au cours de toutes ces années Cette vocation. Alors moi je suis un peu biaisée parce qu'en psychiatrie c'est une spécialité qui est assez particulière, qui est quand même un petit peu à côté d'autres spécialités, et du coup je suis hyper heureuse d'être en psychiatrie. D'accord. Je trouve que ça m'a aidé à trouver du sens, justement parce que une des grosses parties du travail en psychiatrie, c'est de faire autre chose, de pas être que dans la médecine. On doit lire, on doit se cultiver, on doit savoir ce que nos patients ils font, on doit savoir ce que nos patients ils nous disent, il faut qu'on comprenne. Donc on a quand même une grosse partie où en fait on est quand même vraiment dans un autre pan de la médecine, on va dire, et je trouve que moi ça m'a, enfin personnellement ça me sauve ou ça me protège, enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est une spécialité où on n'est pas si malheureux que ça, et c'est pour ça que je m'engage autant pour les autres spécialités, parce que je pense que du coup il faut aussi qu'ils aient leur sens et qu'ils continuent à trouver le sens dans ce qu'ils font. Bon, j'ai des amis dans toutes les spécialités, donc globalement on trouve tous du sens dans notre métier parce qu'on est utile et parce qu'on se sent utile, mais à côté de ça il y a quand même pas mal de choses qui font que le bonheur est difficile, sur les responsabilités, sur les conditions de travail, etc. Et du coup le tout c'est de trouver la bonne balance. Le bon équilibre, très bien, on aura l'occasion de revenir dessus. On va passer le mash-up de la semaine. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne, je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner, je tourne la tête, il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual. And let's encourage intellectual curiosity. Au début des années 2010, certaines startups de la Silicon Valley ont estimé que des distributeurs de M&M's et des murs d'escalade étaient nécessaires au bien-être de leurs employés. L'arrivée de ces nouveaux gadgets dans les entreprises a un nom, le Happiness Management. J'ai des places pour Julien Doré ce soir, ça te dit de venir avec moi? Ah ouais, canon! Mais attends, j'ai tous ces comptes rendus là bouclés, mais si j'y arrive, ouais, avec plaisir, ouais. Certaines entreprises ont même carrément proposé des toboggans, des vacances illimitées, des salles de sport privées ou même des séances de botox à prix réduit. Vous vous en doutez, tout ça n'est pas vraiment fait pour rendre les gens heureux, mais plutôt pour les rendre plus productifs. Selon une étude réalisée en 2014, se sentir heureux au travail augmenterait notre productivité de 12%. Ma journée type, c'est arriver à 8h, à 8h30, première réunion, ensuite 1 à 2 réunions projet. Donc dans la journée, on va enchaîner 4, 5, 6 réunions, et puis un reporting, un mail synthèse de chacune de ces réunions pour dire ce qui s'est dit pendant ces réunions. On se dit, mais comment ça sera dans 6 mois? Et en fait, dans 6 mois, ça sera exactement la même chose, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un nom pour cela, les bullshit jobs, ou métiers à la con. Selon un sondage, 12% des Français ont le sentiment d'en exercer un. C'est peut-être parce que ça ne répond pas réellement à ce que l'on recherche dans le travail, le sens. Avant la révolution industrielle, beaucoup de métiers pouvaient donner du sens à la vie en tant qu'artisan ou agriculteur par exemple. Ces métiers ont du sens parce qu'on produit quelque chose qui aide tout le monde. Je pensais que le travail c'était la santé et paf, j'ai fait une dépression. Alors la dépression c'est quand tous les jours ça va comme un lundi. Ouais Lucie, comment ça va? Bah comme un lundi, sauf que Ballot c'est vendredi. À Londres, nous avons rencontré l'homme qui a inventé ce concept de bullshit jobs. Il y a les larbins, les porte-flingues, les rafistoleurs, les cocheurs de cases et les petits chefs. Le dîner avec nos hommes, ça marche toujours? J'avais complètement zappé. Du burn-out ou même du bore-out qui arrive lorsqu'on s'ennuie trop au travail, il existe désormais le brown-out, lorsqu'un salarié ne comprend pas ou plus le sens de son travail. Brown-out means power loss at work. They're not particularly energized or engaged, but they're still vaguely there. Des gens m'ont écrit et m'ont dit « Oh mon Dieu, vous avez raison, je suis un avocat d'affaires et je n'apporte rien à la société. Je suis déprimé tout le temps. » Littéralement, c'était les mots utilisés. Et finalement, avec le happiness management, c'est apporter au salarié ce qui semble utile à son bien-être. C'est une vision finalement hyper utilitariste, hyper normée du bonheur, qui peut être mise en cause parce que la définition du bonheur finalement est très personnelle. Tu veux faire un ping-pong? Personne ne veut jouer avec moi. Quoi?
comprends pas, on a le droit de jouer ou on n'a pas le droit de jouer? Ok, sur le principe, oui, on a le droit de jouer au ping-pong. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme qui mesure notre temps de pause en fonction de l'inactivité de notre poste de travail. Et s'il constate que tu fais partie des 20% les moins productifs de la boîte, tu reçois une notification qui t'informe que t'es viré. Du coup, pour te rassurer, les gens aussi grisonnants que bedonnants t'ont dit « On va remettre de l'humain au travail !» Lucie réfléchit, si on veut remettre l'humain au travail, c'est que lui-même il est parti. L'humain lui-même a posé sa rupture conventionnelle. Et toi t'attends l'humain au travail. C'est comme Xavier Dupont de Ligonnès. Tu penses l'avoir trouvé? C'était pas lui. On a des problématiques qui sont des problématiques environnementales, des problématiques sociétales, des problématiques sociales. Mais en fait, on a tellement splitté la conscience qu'il y en a plus. Une première réaction, est-ce que, là qu'on a vu tout l'univers un petit peu des nouvelles entreprises, des startups dont on a parlé la semaine dernière, on a parlé aussi dans les anciens formats d'émissions du revenu universel, qui pouvait être aussi une alternative pour présenter en fait, comment dirais-je, une possibilité aux personnes de pouvoir s'investir dans les causes bénévoles ou dans des choses qui peuvent donner du sens à leur vie. Comment est-ce que vous voyez tout cet univers-là, des startups avec des toboggans, avec des baby-foot, avec des tables de ping-pong? Est-ce que c'est un peu gadget, le happiness management aujourd'hui? Clémentine, peut-être pour réagir, comment est-ce que tu vois ça? En fait, tout dépend de ce qui va être mis en place et tout dépend des mesures qui vont être prises par l'entreprise. Parce que juste mettre un pansement sur une blessure qui a à vivre, ça sert à rien. C'est sûr que si c'est juste pour organiser des barbecues entre midi et 2, c'est pas ça qui va rendre les employés plus heureux en fait. Donc il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience de la part de la direction et des managers, mais c'est aussi une co-responsabilité donc, entre le salarié et entre la direction. Le bonheur, il vient des deux parties. C'est pas juste en mettant, je sais pas, des salles de réunion en bleu parce que ça a été prouvé qu'on devient plus créatif, ou juste en mettant un bol avec des bonbons au milieu de la table qu'on va être plus heureux. C'est juste ça. Il y a une question d'ailleurs de productivité. En règle générale, ils font ça. Il y a un truc comme 12%. 12%, tout à fait. Les études prouvent que c'est 12% de productivité en plus quand les salariés sont heureux au travail. Sont heureux. Alors bon, c'est vrai que ça a l'air très faux. Ça pense pas, comme tu disais, les plaies qu'il y a. Mais c'est juste une manière managériale de gérer une entreprise, quoi. C'est un truc en plus. En fait, il ne faut pas que la direction elle fasse ça juste pour faire en sorte que ses employés soient plus productifs et à la fin avoir plus d'argent. Aussi... Ils le font définitivement pour ça. Hein. Pas forcément. Il y a aussi des RH ou juste des Chief Happiness Officers qui ont une réelle conscience humaine et qui ont vraiment envie de créer plus de bonheur dans la société. Enfin, moi, je le pense. Hein. C'est ce que tu rencontres? Comment ça se passe autour de la fabrique, oui, parce que tous ceux qui sont autour de la fabrique, c'est des gens qui généralement sont aspirés par le bonheur, ils sont bienveillants, etc. Et de plus en plus, ils se créent dans la société. Le manager bienveillant, justement, c'est celui qui va certes leader ses équipes, etc., mais tout en étant bienveillant et en étant gentil, etc. Pas juste pour une finalité de plus de productivité et plus d'argent. C'est pas contradictoire justement cette idée de vouloir que l'entreprise, et on peut le comprendre hein, dans une économie de marché, qu'elle veuille avoir une rentabilité maximale et le bonheur de ses employés. Est-ce que ça c'est pas un peu contradictoire? Mais du coup ça serait comme les entreprises qui vont investir ou quoi que ce soit, ou qui vont faire des mesures pour faire plus de développement durable, etc. On peut appeler ça aussi du greenwashing, mais dans tous les cas la finalité c'est que ça fait plus comment on dirait, ça met sur le devant de la scène qu'il faut justement être plus responsable, etc. dans le développement durable. Donc certes, ça peut être vu comme du greenwashing, mais au final, la finalité est quand même bonne. Ça s'appelle du great washing d'ailleurs, pour info. Le washing au bonheur, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, très bien, merci pour cette précision. C'est vrai que dans le mashup, on le voit aussi, il y avait donc la dimension du risque du burn-out, c'est-à-dire la pression qui peut être mise sur les salariés pour qu'il y ait une productivité maximale, mais il y a tout ce qui va être burn-out, c'est-à-dire en fait la quête de sens au travail. Comment est-ce que Chloé, peut-être comment est-ce que toi, tu vois ça aujourd'hui, la dimension de productivité, la dimension de sens? Est-ce que tu penses que ça peut être compatible aujourd'hui au XXIe siècle? Je pense que c'est une nécessité. On parle beaucoup de la nouvelle génération qui a besoin de plus qu'un salaire. Elle a besoin de vivre une expérience de travail. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais avant, Clémentine... Rebondis, je t'en prie. Sur la question des ping-pong, etc., pourquoi pas, si l'entreprise va déjà bien. Le bien-être au travail, pour moi, c'est avant tout identifier les causes du mal-être. Il y en a énormément. Il y a énormément de souffrance aujourd'hui au travail. Et la première mission de l'entreprise, c'est de pouvoir... Je crois
que tout le monde veut faire au mieux son travail et qu'aujourd'hui, l'entreprise ne donne pas la possibilité à chacun de bien faire son travail. Et donc, la première, pour moi, la première chose à faire, la première étape, c'est de donner tous les outils pour que, là, on parlait des réunions la réunionnite aiguë. La réunionnite aiguë, par exemple, la perte de sens, tu parles du burn-out, effectivement, c'est quelque chose qui... Tu sais même pas pourquoi tu travailles. Il y avait, là, vous avez passé rapidement un extrait sur les bullshit jobs. Bien sûr. C'est... 12% d'ailleurs, une statistique intéressante, 12% des Français considèrent réel faire un bullshit job, c'est-à-dire un travail à la con, littéralement. Comment tu vois ça, Manon Il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup là ces derniers temps, c'est le bore-out, ce qu'on appelle le bore-out. On a beaucoup qui rejoint l'idée du bullshit job, c'est les gens qui se retrouvent plus dans leur travail, et qui n'ont plus de travail en fait, ou qui se retrouvent un peu au placard, notamment les cinquantenaires, qui sont encore employés, qu'on ne vire pas parce qu'en fait ça coûterait trop de sous de les virer. Ils font plus rien. Mais ils font plus rien, ils sont mis au placard, ou notamment des gens qui reviennent, des femmes qui reviennent de congé maternité. Moi j'en ai quelques-uns dans les patients que je vois qui reviennent de congé maternité, qui sont mis au placard et qui du coup subissent ce bore-out. Enfin tous ces trucs-là, le burn-out, le bore-out, c'est de plus en plus fréquent. Je pense que ça rejoint un peu ce que malheureusement la société est en train de je sais pas comment dire, de propager à chaque individu, c'est-à-dire que les sociétés sont individualistes. Enfin, je trouve en tout cas que ce que nous inspire là, c'est un côté individualiste. Donc tout le monde, on retrouve ça, on a envie de retrouver du sens dans nous, ce qu'on fait, et du coup, je sais pas comment dire, mais de se projeter sur une image d'entreprise, en fait, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. S'identifier en fait à la culture de l'entreprise. Ouais, et puis du coup, essayer d'avoir un bonheur commun, collectif, c'est vachement plus dur parce qu'en fait, les gens, ils sont surtout en train, mais ce qu'on comprend, dans la société d'aujourd'hui, ils sont beaucoup en train de chercher leur bonheur à eux, leur sens à eux, leur quête de sens dans leur travail à eux, mais du coup, l'esprit entreprise, il est vachement plus compliqué à trouver qu'avant pour les gens. Très bien. Conan, j'espère que tu vas nous découper tout ça dans un instant. Ouais. Et ensuite, on fera un focus sur la grève du 5 décembre. À tout de suite. D'accord. Les enfoirés. Alors, faut-il démissionner pour être heureux ? Mon cher Werner, je dois dire que depuis que j'ai démissionné de mon mariage, suis-je vachement plus heureux. Vous allez me dire, c'était pas un travail. Oh là là, vous connaissiez pas l'engin. En effet, j'étais marié à Caroline de Haas, a.k.a. la Hesse. Ben oui, du coup, dans mon propre mariage, elle me faisait travailler à être heureux. À la bonne heure, me direz-vous. Travailler à être heureux. Mais selon ses standards. Attention, je devais la vouvoyer quand je voulais qu'elle me passe le sel à table. Et j'avais des débats interminables quand l'envie me venait de lui pincer les miches. Oui, parce que des fois, ça m'arrive. Oui, Caroline, je te respecte en tant que femme. C'est pas facile d'être un Conan au jour d'aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est terminé. À ses yeux, je n'étais pas un homme. Oui, ma chère étant persuadée qu'un homme sur 5 est un violeur, et moi n'ayant absolument violé personne de son vivant, mon statut d'homme était donc remis en cause. Imaginez ma peine. Finkielkraut, par contre, lui, quel homme. Oh là là. Ouh là 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 là, un vrai bonhomme, le Finkielkraut. Mais il n'y a pas que le mariage qui est un travail. Non. Le travail aussi est un travail. Et le travail, c'est dur. Je dirais même plus. Le travail, ça pique. Le travail, parce que j'avais oublié. Comme dirait Aimé Césaire. Attends, je vais essayer de faire un accent. Attention. Le travail... Le travail, c'est pas la santé. Parce que santé, ça fait travail et ça veut absolument rien dire. Voilà, super punchline, merci. Faut-il travailler pour être heureux ? Je connais un jeune rentier, figure-toi, qui pleure tous les matins de ne pas avoir de travail. Vous verriez la détresse dans ses yeux quand il voit les gens le matin prendre le métro pour aller au bureau. Ça a brisé le cœur. Ouais, non mais le travail vous donne vraiment un statut dans la société. Votre travail dit qui vous êtes. Mais il est vrai que pour apprécier un travail, il faut parfois ne plus en avoir.
À savoir si démissionner rendrait heureux, il faut écouter les Français. Et les agriculteurs, les personnels soignants, les fonctionnaires qui voient un amour inconditionnel à notre président. On entend souvent Macron démission. Ouais, en fait, dans la conjoncture... Ah non, je me suis trompé. Pardon, je reviens. Macron démission, donc, disais-je. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, hein, ils veulent tellement le bonheur du président, ils veulent qu'il démissionne. Ça semble clair, non ? Mais bon, dans la conjoncture actuelle, il faut avoir du courage pour démissionner. Trouver du travail, c'est dur. Alors, retrouver du retravail, c'est dur. Pour terminer, je voudrais citer... Macron, là, où tu parles en général. Comment ? Tu parles pour Macron en général. Pour tout le monde. D'accord. Ah, non, c'est difficile de trouver des travails, très très difficile. Et pour terminer, je voudrais encore citer un grand homme, Nelson Mandela, qui disait, rappelez-vous, je peux pas travailler, j'ai prison. Mon cher Werner, est-ce que le travail et la contrainte ne seraient pas indissociables à la liberté ? Je vous le demande. Voilà. Merci Conan. Merci. Et d'ailleurs, pour petite précision, parce que du coup on embrasse Aimé Césaire et Nelson Mandela. Et Nelson, mais du coup Nelson il travaillait en prison parce qu'il a écrit son bouquin aussi en prison. Il a écrit Penser pour moi-même, que je vous invite à lire, qui est formidable. Très bien. Du coup on va faire un petit focus sur la grève généralisée du 5, parce qu'il y a plusieurs, on en parlait la semaine dernière déjà, il y a plusieurs mouvements sociaux qui se mettent en branle pour le vendredi prochain, si je dis pas de bêtises. On sera le jeudi, ça commence le jeudi. Merci beaucoup Manon. J'en perds mes fiches, mon latin et mon calendrier de l'Avent. Bientôt, oui, c'est le calendrier de l'Avent. Et comment ça se passe le calendrier de l'Avent là, du coup, pour vous là au syndicat ? L'hôpital a décidé de faire un tout petit peu différemment de la société, puisqu'on fait pas un appel à la grève le 5 décembre, donc c'est un peu... D'accord, vous appelez les gens, continuez à bosser les gars. Non, on ne change rien. En fait, il y a plusieurs... le problème chez les personnels soignants, c'est qu'on a beaucoup de syndicats et on a beaucoup de syndicats spécifiques. Et puis là, il y a ce qui récemment a déclenché toutes les grèves aux urgences, etc. C'est le collectif interhôpitaux et le collectif interurgences qui sont pas des syndicats. Donc il y a un peu tout ça qui se mélange. Et en fait, le problème, c'est, je pense que vous l'avez justement jamais remarqué, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à faire grève parce que ça se remarque pas quand on fait grève. C'est pour ça qu'on vous invite, parce que du coup, on trouvait que ça avait du sens de pouvoir en parler. Voilà. Et du coup, là, il y a plusieurs opinions qui divergent. Il y en a qui veulent faire la grève avec tout le monde le 5 décembre parce qu'ils trouvent qu'on est... on a les mêmes plaintes que les autres, etc. Puis il y a ceux qui veulent pas faire la grève en même temps parce que déjà, on a du mal à se faire entendre quand on est tout seul. Donc, se faire entendre quand on est... Parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes revendications. Initialement, nous, on fait grève pas pour la réforme des retraites, ce qui est quand même normalement le gros message du 5 décembre, même s'il y a d'autres choses qui sont rajoutées. Et du coup, voilà, il y en a plusieurs. Vos revendications, elles se portent à quel niveau exactement ? Alors, nous, les internes, on fait pas la grève on appelle à la grève le 5 décembre si chacun, de façon individuelle, au-delà du titre d'interne, veut faire grève, il n'y a pas de problème. Mais on appelle à faire grève le 10 et le 17 décembre. Enfin, grève illimitée des internes à partir du 10 décembre. Okay. Vous faites votre contre-soirée, du coup. On fait la contre-soirée, mais qui va juste venir faire une deuxième vague sur la première vague, puisque ça sera encore la grève. Vous voulez en remettre une couche derrière. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a le collectif interhôpitaux qui appelle à la grève le 17 décembre aussi. Puis il y a grève demain des internes, mais alors faire grève un samedi, c'est encore pire que faire grève un week-end, donc en semaine. Donc je sais pas si c'est très entendu. D'accord, très bien. Je pense que personne ici n'était au courant que demain il y avait une grève. Maintenant, ça y est, c'est dit. On n'ira pas à l'hôpital. On pensera à vous. Moi, j'ai une question avant qu'on enchaîne. C'est, je sais que j'ai vu par exemple, je crois que c'est les hôpitaux en Guadeloupe, ils protestaient parce qu'ils avaient eu un manque de moyens. Est-ce que ça fait partie aussi des revendications que vous avez, vous, ici en métropole ? Oui, on a un gros manque de moyens. Au-delà du manque de personnel, on a un manque de moyens mobiliers. C'est aussi tout le problème, c'est qu'on ferme des lits, forcément à cause du personnel, mais aussi parce qu'on n'a pas de locaux, on n'a pas de place pour accueillir les gens, notamment aux urgences, parce que vous avez tous vu au moment des grèves des urgences les brancards qui s'entassent dans les couloirs, et c'est vraiment la réalité, pour y avoir passé. Et puis vraiment l'hôpital public, c'est un peu le souci, c'est que tant qu'on n'y est pas passé, on a du mal à s'imaginer comment c'est, mais c'est vraiment délabré, surtout moi je travaille en psychiatrie, donc les fenêtres qui n'existent pas, c'est la vraie vie, c'est le vrai hôpital public où on met des magazines pour fermer les fenêtres, des rideaux pour fermer les fenêtres parce qu'il n'y a plus de vitres.
ça existe. Et ça, faut montrer ça un peu sur les réseaux sociaux, comme ça les gens ils vont se rendre compte. Moi, je pense qu'il y a c'est rien montré, de... C'est montré, il y a eu pas mal de... Sur les réseaux sociaux, le problème, c'est que... moi, je pense que c'est aussi un peu notre faute. On est très... les réseaux sociaux, les médecins sont beaucoup avec les médecins. Donc, il y a beaucoup d'images qui passent d'externes, d'étudiants en médecine qui n'ont pas de chambre de garde, qui dorment dans les bureaux, qui dorment sur des chaises, qui dorment... Tout ça, c'est des images qui sont relayées, mais dans nos réseaux sociaux à nous, c'est pas vraiment montré dans les médias ni à l'extérieur. Est-ce que ça vous intéresse pas de diffuser de façon plus large ? Je sais pas comment dire. Ça pourrait avoir du sens, je sais pas. Non, mais c'est diffusé, mais le problème, c'est que. Est-ce que ça intéresse tous les gens ? Ouais, c'est un peu un vase clos aussi, des fois, on a l'impression. Et puis nous, je pense que la santé et les hôpitaux publics, je pense, sans trop avancer, que ça peut intéresser les gens. Justement, là, avec le mouvement des urgences, ça a été quand même pas mal relayé, parce qu'en fait, tout le monde passe aux urgences une fois dans sa vie et voit bien le problème, l'attente de 4 heures. Mais finalement, peut-être le problème, c'est que comme chaque personne, tu parlais d'individualisme tout à l'heure, et chacun a ses propres problèmes. Donc du coup, on regarde pas spécialement le voisin. Et donc voilà, peut-être que les médecins sont intéressés par les problèmes des médecins, les agriculteurs avec les problèmes d'agriculteurs. Et donc du coup, ça se noie dans le flot, quoi. Après, les gens le voient bien à l'hôpital. À part la semaine dernière où on a fait grève pour, je pense, la première fois depuis si longtemps qu'il y a eu autant de mobilisation. Avant, quand on faisait grève, déjà les internes ne savaient pas faire grève. On mettait un sparadrap là pour dire en grève, puis on continuait à travailler. Et les gens nous disaient toujours non, mais on comprend pourquoi vous faites grève. On comprend, mais surtout personne ne s'en rend compte du coup parce qu'on continue à travailler. Concrètement, en fait, tu me dis si je me trompe. Moi, je suis pas médecin, je suis pas urgentiste et je suis pas en hôpital. Mais du coup, c'est quoi ? C'est que vous faites grève, vous êtes tellement d'implication en fait dans ce que vous faites par rapport à vos patients que finalement vous pouvez pas les laisser sans soins, les laisser mourir concrètement. De toute façon, quand à l'hôpital on fait grève, il y a un système de réquisition et d'assignation qui fait qu'on maintient toujours un service minimum d'urgence, etc. Donc quand on fait grève, on ferme juste les choses qui sont pas urgentes. Donc ce système-là, il marche toujours, peu importe le nombre de gens qui font grève. De toute façon, s'il y a besoin de quelqu'un, on sera assigné. Mais le souci, c'est que je pense que oui, on est habitué depuis longtemps à se donner à corps et âme perdue dans nos métiers, et du coup faire grève, c'est pas du tout dans notre façon de penser, dans notre esprit. Enfin vraiment, là depuis que je suis au syndicat et qu'on a fait la grève la semaine dernière, on reçoit des mails, mais je pourrais même pas tous vous les citer. Bien sûr. Mais c'est vrai que moi je suis un peu interloqué parce que en fait d'un côté vous avez pas forcément vocation à l'expérience de faire grève, de l'autre votre visibilité sur les réseaux sociaux est moindre, donc ça veut dire que c'est vraiment du vase clos. J'ai du mal à voir comment est-ce que vous pouvez sortir un peu de ce truc-là, vous faire écouter par les ministres, ou même que l'opinion publique puisse consolider un petit peu votre comment vous voyez la suite des choses. Là, l'avantage, c'est qu'on est tous solidaires. C'est pas une grève juste pour les médecins, c'est vraiment une grève pour l'hôpital public, avec les infirmiers, les aides-soignants et puis tous les paramédicaux qui sont à l'hôpital. Donc c'est un peu l'avantage du nombre aussi. C'est un peu l'avantage qu'on ait tous les mêmes revendications sur l'hôpital public, au-delà d'être médecin, parce que le problème des médecins, c'est l'image que la société en a. Enfin, pour les gens, les médecins, on est des personnes bien payées, et c'est pas faux. Enfin, on n'est pas dans les plus à plaindre, mais à l'hôpital public, on n'est pas non plus par rapport à d'autres pays de l'Europe, notamment de l'OCDE, on n'est pas sur une grande échelle. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Bien sûr. Après, encore une fois, ça, c'est un vrai sujet. Que vous dites que vous soyez payé plus que la moyenne, peut-être. Moi, j'ai pas les chiffres et je veux bien vous croire sur parole. Après, pour revenir à la question du sens, pour moi, ça me paraît sensé qu'un médecin gagne plus qu'un trader, par exemple. C'est vrai que après, c'est une vision, ou un joueur de foot, ça peut être une vision philosophique des choses, mais en fait, à partir du moment où on peut lancer le débat. Mais après, moi, j'aimerais bien qu'on lance pas le débat sur le côté financier, parce qu'on fait pas grève pour ça. Alors, justement, nos revendications, elles sont pas financières, elles sont vraiment sur l'hôpital public, et c'est un peu sur les moyens. C'est sur les moyens de l'hôpital public, mais pas sur le salaire des médecins, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut les résumer en 3 points ? C'était plutôt pour vous défendre, mais très bien. On peut les résumer en 3 points, peut-être, les revendications ? Les revendications, c'est les fermetures de lits excessives par rapport à l'augmentation des besoins de santé de la population. C'est les suppressions de postes à l'hôpital public qui rejoignent le fait qu'on a plus de travail. Et puis les salaires, mais pas que pour les médecins, pour tous les soignants. Je parlais du monde du travail, du monde médical dans la globalité. On n'est pas les moyens. Mais tu vois, quand je parle de moyens, c'est aussi toutes les machines dont on a besoin à l'hôpital, les imageries, etc. Ça aussi, on en manque beaucoup. Donc c'est ces moyens-là aussi où on a besoin de finances.
Et l'État est bien au courant du problème. Après, ils veulent pas. Enfin, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas urgence pour eux, c'est ça, tu vois. Ouais, il n'y a pas urgence parce que, enfin, il y a urgence depuis. La grève des urgences a vraiment fait quand même un peu bouger les choses. Mais il y a urgence, mais le problème c'est qu'on a un système de santé qui est ancré depuis des années, qui est la sécurité sociale, qui est quand même une grosse particularité de la France. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on se fait pas beaucoup entendre, c'est parce que les gens, les patients, eux, ils sont hyper bien remboursés, et tant mieux. Enfin, nous, on revendique pas du tout ce changement-là, mais le souci c'est que du coup, on a une dette énorme au niveau de la sécurité sociale qui fait que l'État il se dit là où on peut récupérer sur la dette, le problème de l'État, c'est la redistribution. Il y a de l'argent en France, donc concrètement il devrait y avoir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on parle d'argent. Non, mais on en parle forcément. Je me suis fait disputer une fois, j'ai compris le message. Non, mais blague à part, en fait, juste pour fermer la parenthèse, c'est dommage parce qu'en fait, au-delà de la position philosophique qu'on peut avoir sur la rémunération, à mon avis, ça permettrait aussi que les gens puissent se rendre compte des choses. Parce mais on peut en parler. Non, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais tout simplement, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent vous permettre de rentrer dans un vase plus ouvert ou dans un circuit plus ouvert pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans vos métiers, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où on met des chiffres, ça peut parfois aider certaines causes, mais très bien, moi je respecte moi, je veux bien votre donner déontologie. un chiffre qui a peut-être du sens, c'est-à-dire que nous les internes, on est des médecins en formation. On est obligés de passer par l'hôpital public pour finir notre formation. Bien sûr. Tout le reste ne sont pas obligés, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, tout ça, ils choisissent de rester à l'hôpital public, les secrétaires, les cadres, tout ce que tu veux. Ils font pas médecine non plus, quoi. Non, mais ce qu'ils font pas. Non, mais du coup, là depuis 10 ans, il y a eu 2,5 ou 2,7% d'augmentation des effectifs dans les hôpitaux, c'est que des internes. Parce que forcément, si l'État il se rend compte qu'il y a un manque d'effectifs dans l'hôpital, le seul qui peut obliger à être augmenté, c'est les internes, parce qu'on est obligé d'y passer. Parce qu'ils n'augmentent pas les salaires des autres, des aides-soignants, des infirmiers, donc tout le monde part dans le privé. Et donc les internes, on se retrouve à faire le métier de cadre, le métier de secrétaire, le métier d'infirmier, le métier de brancardier. Et je parle en connaissance de cause. Donc, parce qu'on est obligé d'être là. Et donc, tu vois, ça fait une sorte de ce qu'on appelle le glissement de tâches, qui à l'hôpital est faramineux. Et ça rejoint forcément l'augmentation des salaires, etc. Parce que vous avez plus de tâches, donc forcément, mathématiquement... les salaires des aides-soignants, des secrétaires, des cadres dans le public, les gens resteraient, il y aurait du travail. Pourquoi pas la faire comme, à l'américaine, c'est-à-dire que les jobs les plus importants, tu les payes bien, comme ça déjà ça crée des vocations. Au-delà des vocations, ça crée des gens, de l'intérêt pour les gens, et comme ça tu as des médecins qui viennent, etc. Et, putain, c'est toujours une histoire de redistribution. Il faut avoir de l'argent pour que les gens aussi soient motivés, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du comparatif avec les autres métiers. Parce que je pense que quand on est un gamin, c'est important aussi de se dire tiens, j'ai envie de faire ça plus tard, parce que je peux être drivé aussi par, au-delà du sens, par la dimension pécuniaire de ce que peut représenter un métier. Tu sais, juste une anecdote, mais tu sais que être éboueur, par exemple, le boulot que personne n'a envie de faire, ils sont vachement bien payés. Ils sont payés genre un truc entre 2000 et 2500 euros par mois. Tu vois, si on estime que c'est vachement bien payé, mais ouais. Excuse-moi, moi je trouve que c'est vachement bien. Moi, quand je sais qu'un député il est payé 6 000 euros et il fait. Alors là, c'est pas des débats. On peut parler de vocation et de métier dans ce cas. S'il vous plaît, messieurs, il faut qu'on reste concentré sur le débat. Clémentine, est-ce que tu penses que tu peux aider un petit peu peut-être les hôpitaux, peut-être qu'on t'envoie chez Manon, peut-être que tu pourras les aider avec la fabrique Spinoza à apporter un peu de bonheur dans leur travail, dans leur quotidien. Qu'est-ce que tu peux leur préconiser? Alors justement, nous on a plusieurs thématiques donc autour du bonheur, et donc les passeurs du bonheur sont donc les gens qui nous rejoignent pour faire plus de bonheur dans la société, etc. Ils se réunissent en fait autour de groupes thématiques, et on a justement bonheur et santé. Bon après, c'est sûr qu'on va pas donner des millions et tout, etc. On n'est que des petites mains. On a dit qu'on parlait pas d'argent. Mais on est en France ici, il faut pas parler d'argent. Surtout pas. Mais par exemple, ils vont organiser des événements. Ça rejoint pas forcément ta cause, du coup, je suis désolée. Mais ça va être, par exemple, organiser des événements autour de la prévention chez les jeunes, donc dans la santé, dans la drogue, etc. Les jeunes, c'est quel âge, par exemple? Là justement il y a une fête de la santé qui va être organisée à Nanterre, donc moi je viens de cette ville, donc je suis très contente. Represent. Et donc c'est à destination des jeunes de banlieue, c'est pour leur parler de tout ce qui est de la santé, etc. Parce qu'on se rend compte que les jeunes, en fait, ils connaissent rien, et ils mangent mal, ils boivent énormément, et ils se rendent pas compte à quel point c'est important d'être en bonne santé. Enfin, je connais des vieux qui boivent cliché, aussi, y a pas de... mais oui, mais ils ont plus de responsabilités parce qu'ils sont plus âgés. Tandis que les jeunes, à 16 ans, on se dit pas, voilà, on a une propre responsabilité envers son corps aussi. Bref, c'est pour faire avancer le débat là-dedans, et ça va aussi parler de drogue, etc. Donc du coup, vous pouvez révéler des vocations aussi chez les jeunes en parlant de ces métiers qui sont peut-être dans le médical?
Oui. J'espère. Après, ça rejoint forcément la cause parce que si tu fais de la prévention, ça veut dire que les gens iront moins après dans les hôpitaux. Enfin, ça rejoint, tu vois, dans un sens, la prévention, c'est hyper important et je pense que la communication en santé, elle joue un vrai rôle là-dedans parce que si on explique aux gens qu'aller aux urgences quand t'as le doigt qui brûle, c'est pas forcément nécessaire tout de suite parce qu'ils ont des quelques notions sur notamment tout ce qui est drogue, etc. Bah, ça rejoint. Tu vois, c'est pas tellement votre boulot à vous. Pourquoi c'est pas fait à l'éducation les conseillères, la fameuse conseillère d'orientation, mon vieux. Ouais. Non, mais à l'école. Enfin, si tu commençais à l'école à apprendre les choses basiques, c'est vrai qu'on le fait pas. Hyper nul en prévention. D'ailleurs, on fera un format sur l'éducation et sur la méthode Montessori au mois de mars prochain. Restez connectés. Il y en a un qui s'est embrouillé avec sa conseillère d'orientation. Il va nous faire sa chronique dans un instant avant qu'on enchaîne sur Like It Like That. Tu veux des shit? T'as combien sur toi? C'est à quoi? Au piqué, sans mettre le paquet, non mais je prends pour qui? Me demande pas pour qui, c'est gratuit. Ouais, ça ira, ouais. Tu vas payer cher pour le THC à Défense, hein. Le cliché. Non, c'est vrai, j'ai jamais vu de conseillère d'orientation pour info, et l'école ne m'a pas réussi. Ni le monde du travail. Bon, je vais faire le classique, hein. Le travail, ça vient du latin tripalium, c'est la torture. Donc déjà, voilà, on le sait tous, mais personne ne parle assez. Voilà, on part sur de bonnes bases. On travaille trop, parfois pas au bon endroit. Et c'est un débat quand même que je trouve, enfin là, le bonheur au travail, en tout cas le débat qu'on a ce soir, je trouve que c'est un faux débat en fait, parce que c'est pas le bonheur au travail le problème. Ça voudrait dire, il faut qu'on trouve un moyen, pour moi, hein, comment je l'entends, il faut qu'on trouve un moyen pour que les esclaves soient heureux de faire leur boulot d'esclave. Parce que le travail, pour moi, ça sonne comme ça en fait. Et je sens que Clémentine n'est pas d'accord, mais non, je sais, mais c'est bien, ça pique un peu, tu vois. Mais je comprends. Chacun sa vision. Moi, je pense que le problème n'est pas dans le bonheur au travail. Le problème, il est dans un travail qui apporte du bonheur. Et c'est là où je trouve intéressant de parler d'une notion d'ikigai que peut-être Chloé connaît, qui vient de iki et gai. La vie. Vas-y, dis-nous, t'as dans la définition ou pas? Je connais pas dans la définition. J'ai pas assez bossé, mais je bosse jamais, j'ai pas de fiche. Vous voyez, en fait, j'ai jamais de fiche. Qui vient du Japon, accessoirement. Merci. Japonais, ça vient de l'île d'Okinawa qui a le plus de centenaires au monde. Et on leur a demandé comment ça se fait. Et en fait, c'est que leur raison, c'est qu'ils ont une raison de se lever le matin. C'est voilà, l'ikigai, c'est leur but de vie, si vous voulez, la vocation qui font qu'ils se lèvent le matin pour contribuer au monde qui les entoure, à la société. Et l'ikigai, c'est vachement intéressant. Et j'ai trouvé parce que mon boulot, c'est numérique, hein, je rappelle, j'ai trouvé une plateforme très intéressante qui va bientôt être lancée d'ailleurs, qui est lancée par Inès Zikovic, une coach en ikigai pour femmes, donc c'est vachement intéressant. C'est que pour femmes? Elle s'intéresse qu'aux femmes. Après, elle a des. T'as pas répondu sur Twitter? Elle m'a pas répondu. Elle m'a boycotté, mais j'ai fouillé, tu vois, parce que c'est mon job, tu vois ce que je veux dire. Je suis allé voir ce qu'elle faisait, je me suis intéressé à son contenu, tu vois, et voilà, et franchement très intéressant. Donc en fait, elle met en avant le modèle de l'ikigai, et elle vous aide à trouver la vocation qui anime votre vie, qui peut vous rendre heureux. Et c'est là où on doit travailler, je pense qu'il faut travailler sur une vocation, un boulot qui vous apporte du bonheur, et pas travailler sur la partie table de ping-pong, même si moi j'ai déjà essayé en start-up, c'est sympathique d'avoir une table de ping-pong, sauf que comme on l'a vu dans le mashup ou pas vu, en fait t'as pas le droit d'y jouer, parce que sinon ça fait baisser le chiffre d'affaires si tu joues trop en fait. Et voilà, donc non, concrètement, vraiment trouver la vocation qui vraiment vous fait vibrer, qui vous apporte du bonheur. Quand vous vous levez le matin, il y a un indice en fait, c'est simple, si t'arrives pas à te lever le matin pour aller au taf, faut que tu changes de taf, même si t'as des responsabilités, mais je te le dis, c'est que t'as pas encore trouvé le bon taf. De dire ça, bien sûr, évidemment, payer ton loyer, évidemment, mais c'est ça, faut prendre des risques dans la vie, et je pense que c'est en prenant des risques. Et bien sûr que si, la vie c'est des risques, on est la start-up nation, il faut prendre des risques pour réussir, il faut avancer vers des objectifs, et voilà, donc trouvez votre ikigai. Très bien, trouvez votre ikigai. Et j'en profite pour dire, pour compléter un petit peu, qu'en fait c'est une matrice où il y a quatre axes. C'est trouver ce que vous aimez, ce dont vous êtes doué, pourquoi vous voulez être payé, et ce dont vous avez besoin personnellement. Voilà, je complète la chronique de Samy, comme ça la prochaine fois tu la travailleras mieux. Merci bien. On va enchaîner avec I Like It Like That. Viens la noix du coco. Alors, bienvenue sur le plateau de C'est quoi ta France. Ce soir, pas de quiz, parce que c'est pas toutes les semaines la fête, mais vous reviendrez pour un quiz. Alors, Like It Like That, c'est que je vous balance des infos et vous réagissez comme vous le souhaitez. C'est des trucs en pagaille que j'ai trouvé sur internet. Voilà,
Service public. Le Luxembourg, premier pays à rendre les transports publics gratuits. Oui, ils sont 3. C'est normal, ça coûte moins cher. Après, c'est pas rentable parce que si tu fais le ratio par rapport au nombre de personnes sur l'énergie que ça dépense. Bah ouais, mais bon, tu sais, les petits pays comme ça, ils aiment bien montrer qu'ils savent faire des trucs mieux que les autres, mais c'est parce que c'est des petits pays. Mais ça, je comprends pas. Il faut arrêter avec cet argument, ça n'a pas de sens. C'est pas un paradis fiscal, le Luxembourg. Ça a du Mais non, ça n'a pas de sens parce que regarde, si tu fais le ratio par rapport au nombre de personnes, ça coûterait moins cher de le faire en France, tu vois. Oui, mais ils sont très riches, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, il me semble. C'est normal qu'ils mettent ça gratuitement. Oui, mais ça, c'est eux qui choisissent d'allouer telle ressource dans tel poste de dépense. Ils peuvent se le permettre, c'est ça que je veux dire. Donc nous, on peut pas se le permettre. Non, on peut pas se le permettre parce qu'ils ont besoin du Luxembourg pour évader leur argent, les politiciens. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de rendre les transports publics gratuits. Il y a trop d'esclaves à amener au travail, etc. Non, mais il faut venir renflouer les caisses. Tu vois ce que je veux dire ? À ce compte-là, il faut. Non, parce que je suis obligé, excuse-moi. Ricard. Jingle Bistro. Viens boire un petit coup à la maison. Non, si on parle d'évasion fiscale et de fraude fiscale, il faut venir avec des chiffres. Bien sûr. Franchement, j'accepte pas l'argument. Ok, on passe au suivant. Société, le premier contraceptif masculin sans effet secondaire arrivant en 2020. Oui, messieurs, génial. Top. C'est génial. Est-ce que vous le feriez ? Mais moi, je le ferais. Je le ferais pas. Je le ferais parce que j'en ai marre de faire des enfants sur le dos. Non, moi je le ferais pas, je trouve que c'est une abomination. Pardon. Non, mais c'est génial. On n'a pas testé encore, mais moi j'ai du mal à croire le truc sans effet secondaire, j'y crois pas une seule seconde. Parce que déjà, je sais pas, je suis pas sous ton contrôle. Déjà, avec les féminins, il y a quelques soucis. Oui. Donc, moi je crois pas du tout à ce truc sans effet secondaire. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai pas regardé ce que c'était exactement là, ce qu'ils voulaient sortir comme contraception masculine, mais c'est plus facile de. On va peut-être pas rentrer dans les détails médicaux. Écoute, mais on en profite, on a une je pense que avec nous, hein. c'est effectivement plus facile de faire quelque chose sans effet secondaire chez les hommes que chez les femmes. Ah oui, pourquoi ? Si tu le fais sur le côté physique, tu veux vraiment que je t'explique. Il va être 22h. Non, franchement, ça m'intéresse. Non, mais je sais pas si c'est... parce que si c'est hormonal, là, vous allez être comme nous, vous allez avoir des problèmes hormonaux, mais si c'est juste pour bloquer la mobilité des spermatozoïdes, t'as pas d'effet secondaire en fait. Ouais, c'est juste... parce que pour faire un bébé... Il faut des il faut pas préserver. Il faut des spermatozoïdes qui avancent et qui vont aller rencontrer. Mais comment ça les bloque ? Ouais, tu peux bloquer. Si tu viens bloquer chimiquement les spermatozoïdes, ça a une tête et une queue. Ouais. Et si tu viens bloquer les flagelles, enfin la queue du spermatozoïde, bah tu le bloques juste, tu l'empêches d'avancer. C'est comme couper les jambes à un coureur. Il court. Je comprends l'image, mais en fait techniquement comment ça fonctionne ? C'est quoi ? C'est une graine qui tue les spermatozoïdes, c'est ça ? Bah alors après, du coup, moi j'ai vu que c'était comment on appelle ça, une piqûre en fait au niveau de. Ah, ça va être bien ça. Voilà, et en fait vous le faites une fois. Non, mais c'est une pilule. Vous le faites une fois et ça enlève. Ah, moi j'avais pas vu ça. Ah, moi j'ai vu que c'est une pilule et l'anecdote qui est intéressante, c'est qu'en fait ils ont fait des essais et tu sais, pour les femmes il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, mais les hommes, genre il y avait 2-3 problèmes. Oh là là, non, on va peut-être pas le faire parce que là, si tu vois, et là, c'est très mais moi je suis vachement pour, très franchement. Moi j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Et je veux bien que tu m'expliques en antenne si c'est trop complexe ici. Ouais, si on sait pas. Je sais pas ce qui sortent là, donc je voudrais pas dire de bêtises non plus. En tout cas, c'est vachement intéressant. On va essayer sur Samy tout à l'heure. J'enchaîne. Culture, la Hongrie se retire de l'Eurovision, jugeant le concours trop gay. Trop gay. Non mais la Hongrie ça va pas du tout hein. Ouais, ils sont pas c'est pas la folie là en ce moment. Non, d'ailleurs, on va aller faire un c'est quoi ta Hongrie parce que à mon avis, il y a besoin qu'on aille les secouer un peu les gars. Oui, il y a un problème. Très bien. Environnement. Le Chili ne peut pas accueillir la COP25. Vous avez vu passer l'info, j'imagine. Donc c'est Madrid qui va prendre le relais. Ok. Ah bah c'est une très belle ville, Madrid. Et pour y aller. Très bien. Du coup, voilà, parce que le Chili, ça bouge. Hein. On va faire un format fin janvier sur les démocraties dans le monde et on parlera de l'Amérique du Sud et du Chili, notamment. Alors, la petite chanson sur le peuple chilien, El Pueblo Unido. Non, mais en fait, on savait que tu pouvais la faire parce qu'on t'a vu sur TikTok la faire. Donc allez. Mais non, je te la chanterai pas, mais elle est très bien. El Pueblo Unido. Bon bah très bien, écoute, le peuple uni, petite traduction. Merci Samy pour tes compétences en LV2 espagnol. Exactement. Très bien. Géopolitique, Trump signe la déclaration des droits humains hongkongais malgré l'avertissement de la Chine. LOL. C'est juste une petite pique. Déjà il y a Trump dans la phrase et il y a déclaration des droits. Il y a humain, ouais. Juste humain, Trump humain. Bon, voilà, bizarre. Très bien, ok, on enchaîne. Tech, la Russie teste la réalité virtuelle sur les vaches pour améliorer leur production de lait. Non mais excellent, c'est incroyable. Excellent.
Mais je suis sûr que ça fonctionne. Ça, c'est la Matrix pour les animaux. T'as vu la photo ? Bien sûr. On voit une vache qui est famélique, tu sais. Et, en fait, nourris-la en premier lieu. C'est vrai que ça n'a aucun sens, mais c'est surréaliste, quoi. C'est trop cher de nourrir. Bah oui. Non, mais ça, c'est ça. On peut vous faire ça peut-être à l'hôpital. On vous mettrait des trucs de VR comme ça avec des vraies fenêtres et des vraies installations. Vous direz, j'ai un cadre de travail formidable. Bah voilà une vraie solution. Mais il faut le faire pour les patients aussi. Ah, bien vu. Ça, c'est pour les patients, ça peut marcher. Mais tu crois pas qu'on va y arriver un jour, c'est ça ? Mais nous, on utilise la réalité virtuelle pour les patients en psychiatrie, pour les schizophrènes, etc. Là. Ouais. Ah ouais, ça pas mal. Mais merci, tu vois, ça c'est des infos que on est ravis de. Très bien. Économie. Uber n'a plus le droit d'exercer à Londres à cause d'un souci informatique. C'est qui Uber ? N'a plus le droit. Pardon. N'a plus le droit ou ne peut plus ? N'a pas plus momentanément. Genre n'a plus le droit, est interdit de Londres, c'est ça ? Bah en fait, il y avait une panne informatique, ce qui fait que n'importe qui pouvait s'inscrire en tant que chauffeur Uber, même si t'avais pas le permis, donc le gouvernement a bloqué, quoi, tu vois. Ok. Lourd. Parce que ça allait entraîner des dérives, quoi. Sympathique. Ok. Voilà. Je vous donne l'info comme ça. Hein, ça va. Merci Bernard. Avec plaisir. Bon, on va finir avec innovation. Tesla présente la nouvelle voiture incassable. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Ah oui. Parce qu'on parlait d'Elon Musk la semaine dernière. Là, c'était un peu raté. C'est une voiture Minecraft. Minecraft, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, moi je suis Minecraft. Je suis désolé. Très bien, bah écoutez, l'émission touche à sa fin. Malheureusement, on se reverra pour un quiz, je l'espère. Un dernier tour de table rapidement. Clémentine, qu'est-ce qu'on te souhaite pour toi et la Fabrique Spinoza à l'avenir ? Beaucoup de bonheur. Ah, magnifique. Bah, suivez les passeurs de bonheur et la Fabrique Spinoza. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Manon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des événements ? À moi rien, mais on peut souhaiter beaucoup à l'hôpital public. Bah, et on embrasse tous ceux qui se sont investis dans cette belle vocation en tout cas. Chloé, pour un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu peux... J'aimerais beaucoup parler de la Semaine internationale du bonheur au travail qu'on organise donc une fois l'an. On l'a organisé fin septembre cette année. Donc on était 4 à organiser cet événement et ça a réuni plus de 200 participants. On a organisé 15 conférences, ateliers sur plein de thématiques différentes, sur comment trouver justement le plus de sens dans son travail, le droit aux émotions négatives aussi au travail, le pouvoir de la vulnérabilité. Tu as le droit de chialer, Conan, c'est le moment. Et voilà, plein de sujets qui vont un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir. C'est bien. Oui, parce que derrière cette grosse carapace se cache. J'avais rencontré quelqu'un de heureux et d'épanoui, et très franchement, ça me perturbe. Écoute, on va rendre l'antenne, mais on va te laisser être perturbé. Je finis toujours avec une petite citation. Le bonheur est souvent la chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en la donnant qu'on l'acquiert. C'était Voltaire. À la semaine prochaine, on parlera de la Convention citoyenne pour le climat. On vous aime. C'était C'est quoi ta France ?